Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais parler de la porte E, en l'occurrence de circuit intégré 7408. Pour ce faire, cette vidéo sera répartie de cette façon. Premièrement, je vous propose une démonstration d'un petit circuit basique qui est ici montrant le fonctionnement d'une porte E. Deuxièmement, je vous expliquerai donc ce qu'est et comment fonctionne une porte E au travers du schéma électrique, pardon. Troisièmement, je vous propose une démonstration d'un circuit mettant justement en application cette porte E. Et quatrièmement, je vous expliquerai le fonctionnement donc de ce circuit en question au travers de son schéma électrique. C'est parti! Nous voici donc devant ce circuit, mais avant de le mettre sous tension, on va déjà constater que plusieurs pattes du 7408 sont raccordées entre elles et à la masse, mais ça nous verrons un peu plus loin dans la vidéo. Donc on voit ici tous des petits pontages avec des petits fils bleus là, qui sont reliés ici de ce côté-ci à la masse et de ce côté-ci également à la masse. Et voilà, donc ça je viendrai un peu plus tard dans la vidéo pour vous expliquer le pourquoi. Donc ici je vais mettre le circuit sous alimentation. Voilà. Et donc quand on alimente le circuit, la LED elle doit rester, je veux dire, éteinte comme ici. Pareil quand on appuie sur un bouton poussoir, ce que je fais ici, ou sur l'autre bouton poussoir. Mais quand on va appuyer sur les deux, la LED elle va s'allumer. Donc j'appuie sur les deux boutons poussoirs. Voilà, quand j'en relâche un, la LED s'éteint. Quand je relâche l'autre, la LED s'éteint. Quand je relâche les deux, la LED s'éteint. Donc c'est un circuit vraiment très simple à fabriquer, mais je vais quand même passer aux explications au travers du schéma électrique. Donc voici le schéma électrique de ce petit circuit basique. On voit ici donc qu'il y a besoin de très peu de composants, à savoir une porte logique et donc de type 7408, une résistance qui va protéger la LED qui est ici de 680 ohms. Nous aurons deux résistances pull down ici de 10 kΩ, deux boutons poussoirs et ce circuit fonctionne, attention à la source de tension, sur du 5 volts. Donc les broches 1 et 2 du 7408 sont les entrées logiques, donc on voit ici 1 et 2 ce sont les broches d'entrée, et sont maintenues à un niveau bas à l'aide d'une résistance pull down de 10 kΩ, mais chaque bouton va forcer une entrée donc, à l'état haut. Donc on voit les entrées ici sont raccordées à une résistance pull down de 10 kΩ. Mais quand on appuie sur un bouton poussoir, l'effet de la résistance va être annulé pour pouvoir forcer donc l'entrée à un état logique haut. Quand une entrée ou la sortie d'une porte logique est proche de 0 V, il s'agit donc d'un niveau logique bas. Et quand une entrée ou la sortie est proche de 5 V, il s'agit ainsi donc d'un niveau logique haut. Le symbole de la porte E est représenté sur les schémas. Donc ici on voit le symbole de la porte E. La patte 14, elle, est la broche d'alimentation du circuit intégré. La broche 7 qui est ici est raccordée à la masse du circuit. Tout ce qui est entrée est représenté à gauche et tout ce qui est sortie est représenté à droite. Donc on voit que les entrées sont au niveau des broches 1 et 2 et la sortie, elle, est au niveau de la broche 3. Le 7408 possède 4 portes E à 2 entrées et une sortie. Et en n'utilisant qu'une porte logique E,
les entrées donc, des portes qu'on n'utilise pas, pardon, sont mises à la masse pour éviter d'avoir un niveau flottant. D'où, donc je reprends la breadboard, hein, d'où que toutes les broches raccordées par des petits fils bleus ici, qui sont raccordées ici à la masse, c'est toutes les broches d'entrée de ce circuit intégré. Et donc il faut les raccorder soit au niveau haut, soit à un niveau bas, pour éviter d'avoir un niveau flottant au niveau de ces bornes, pour éviter tout mauvais fonctionnement du circuit intégré, quoi. Afin de vous aider à mieux comprendre le fonctionnement d'une porte E, je vous ai placé devant la caméra donc la table de vérité de cette porte E, à savoir une porte E à 2 entrées et une sortie, en l'occurrence identiquement pareil que pour la puce TTL 7408. Nous avons une entrée A et une entrée B et une sortie. Pour chacune des entrées, nous aurons 4 cas de figure différents. Premièrement, donc on voit que si l'entrée A a un niveau logique bas et l'entrée B a un niveau logique bas, la sortie sera également à un niveau logique bas. Si maintenant l'entrée A est à un niveau logique haut et l'entrée B à un niveau logique bas, la sortie sera toujours à un niveau logique bas. Si l'entrée A est à un niveau logique bas et l'entrée B est à un niveau logique haut, la sortie restera inchangée car elle sera toujours à un état logique bas. Et finalement, si l'entrée A a un niveau logique haut et l'entrée B a un niveau logique haut, la sortie, elle, sera du coup placée à un niveau logique haut également. On voit au travers de ce petit tableau que pour que la sortie ait un niveau logique haut, il faut que l'entrée A et l'entrée B aient également un niveau logique haut. Si dès qu'une des deux entrées est à un niveau logique bas, la sortie sera également donc placée à un niveau logique bas. Voilà un peu pour le fonctionnement mis en tableau d'une porte logique E. Bien entendu, en plus de la porte logique E, nous allons retrouver 7 grands types de portes logiques. Donc nous aurons fatalement ce qui fait l'objet de cette vidéo, donc la porte E, ou en anglais elle s'appelle AND. Nous aurons la porte non E qui est tout simplement l'inverse de la porte E, nommée en anglais NAND. Nous aurons la porte OU qui en anglais s'appelle OR. Nous aurons la porte non OU qui est l'inverse de la porte OU. En anglais, elle est nommée NOR. Nous aurons la porte OU exclusif qui en anglais est désignée par XOR. Nous aurons la porte non OU exclusif toujours, donc l'inverse de la porte OU exclusif. En anglais, elle est désignée par XNOR. Et nous aurons la porte non, donc désignée en anglais par NOT. Toutes ces portes ont au minimum 2 entrées et une sortie, à l'exception donc de la porte non qui n'a qu'une entrée et une sortie. Donc pour ce qui est des interconnexions des portes logiques, il y a des choses, donc des cas qui sont autorisés et des cas qui ne sont pas du tout autorisés. Donc on peut connecter donc une entrée au positif et au négatif. On peut connecter la sortie d'une porte à l'entrée d'une autre. On peut alimenter les entrées de plusieurs portes avec une sortie, c'est ce qui s'appelle le fan-out ou en français arité sortante. On peut piloter une sortie. On peut piloter avec une sortie donc la broche de déclenchement d'un NE555 si seulement celui-ci est alimenté par la même source d'alimentation. Le niveau bas d'une entrée ne doit pas être nécessairement à 0 V car jusqu'à 1 V c'est considéré comme un niveau logique bas. Donc ici par exemple cette entrée ici, si on n'appuie pas sur le bouton poussoir, elle est à un niveau logique bas du fait que elle est
connecté à une résistance de rappel niveau bas. Mais pour que cette entrée soit à niveau bas, il ne faut pas que ça soit obligatoirement du 0 volt. On peut aller jusqu'à 1 volt et 1 volt est considéré comme un niveau logique bas. Contrairement, le niveau haut d'une entrée ne doit pas nécessairement être à 5 volts, car à partir de 3 volts et demi, c'est considéré comme un niveau logique haut. Donc quand on appuie sur le bouton poussoir ici, on va envoyer du 5 volts ici sur l'entrée. Mais si même on aurait une résistance ici qui ferait que ici on aurait alors du 3 volts et demi, la broche d'entrée serait quand même considérée par étant niveau logique haut. Et donc on ne peut éviter les entrées flottantes. Donc il faut toujours relier les entrées à un potentiel connu, soit haut, soit bas, que les entrées soient utilisées ou non. Donc ici, on voit avec le bouton poussoir que j'utilise les entrées ici. Mais malgré que j'utilise les entrées, elles sont quand même reliées à des résistances pull down à un niveau bas, pour justement éviter que ces entrées soient, quand je ne l'utilise pas, soient flottantes, quoi. Un interrupteur ou un bouton poussoir relié à une entrée doit toujours être utilisé avec une résistance donc de tirage à un niveau haut, soit avec une résistance de rappel à un niveau bas, pour ne laisser aucune entrée flottante. Donc comme j'ai procédé ici sur le schéma. Il ne faut pas utiliser une source de tension non régulée et supérieure ou également inférieure à 5 volts pour les circuits logiques de type CMOS. Il faut savoir que les circuits intégrés CMOS sont assez sensibles, même très sensibles. Il ne faut pas alimenter simultanément une LED et l'entrée d'un autre circuit intégré avec par exemple la sortie ici. Donc pour éviter d'avoir une tension de sortie trop faible, parce que sous peine d'avoir une sortie reconnue à l'état bas. Sinon, si on veut vraiment utiliser une LED, il est mieux alors d'utiliser des LED à faible consommation. Et finalement, enfin, on ne raccorde jamais une source de tension à une sortie. Donc la sortie, elle envoie du courant, mais elle ne doit surtout pas en recevoir. Ou donc, il ne faut surtout pas non plus raccorder toutes les sorties ensemble. Ou également toutes les sorties ensemble de plusieurs circuits intégrés à porte logique. Ça, c'est pas du tout bon pour ces portes logiques de recevoir du courant en sortie. Donc nous voici ici maintenant au moment de la démonstration du petit circuit que j'ai réalisé, mettant en application justement cette porte E en utilisant donc le circuit intégré TTL 7408. Donc je vais ici on voit, nous avons deux boutons poussoirs, mais ceux-ci ne sont pas raccordés au niveau de la porte E qui se trouve ici. Mais ça je vous expliquerai pendant les explications au travers du schéma électrique de ce montage, quoi. Donc je mets le circuit sous tension. Donc fatalement là rien ne se passe. Je vais enclencher, donc nous voyons que nous avons 3 puces, un NE555 ici et ici. Et ici nous avons donc notre puce TTL 7408. Ce bouton poussoir, lui, il va envoyer un signal de sortie au niveau de ce NE555. Et ce bouton poussoir va envoyer également un signal de sortie au niveau de ce NE555 qui se trouve ici, quoi. Donc c'est parti, hein. Donc quand j'appuie sur le bouton poussoir ici,
nous avons la LED ici qui est allumée pour signaler que nous avons un état de un signal de sortie au niveau de ce NE555 là, mais on voit que la LED verte ici reste éteinte, qui elle est raccordée, qui signale l'état de sortie de la porte E qui se trouve ici. Pareil que si je vais voilà activer donc ce NE555 là, pareil nous avons la LED qui signale ici l'état de sortie du NE555 qui se trouve ici, mais la LED verte est toujours éteinte. Maintenant je vais activer donc les deux NE555 et 2, et là on voit que la LED verte est allumée qui signale un état haut au niveau de la sortie de la porte E qui se situe ici. J'ai pour le biais de la vidéo, j'ai utilisé deux condensateurs de valeurs différentes pour bien marquer, je veux dire, l'état de sortie lors de l'activation ou désactivation d'un des deux NE555. Et également j'ai utilisé des LED de différentes couleurs, donc les rouges pour signaler si on a ou non un état de sortie au niveau des NE555, et également par la même occasion signaler donc l'état des deux entrées de la porte E, et une LED verte qui signale l'état de sortie de la porte E. Donc quand la LED verte est allumée, c'est que nous avons les deux entrées à l'état haut, et donc la sortie se trouve du coup également à l'état haut, représenté par l'allumage de cette LED qui se trouve ici. Donc c'est parti pour les explications devant le schéma électrique de ce petit montage. Nous voici face au schéma électrique du circuit dont je viens de vous montrer la démonstration. Ce circuit est réparti, donc est composé de trois parties, où nous avons ici, on peut reconnaître un oscillateur monostable, nous avons notre porte E ici, et nous avons un deuxième oscillateur monostable. La sortie de cet oscillateur monostable, lui, est raccordé sur l'entrée 1 de la porte E qui se trouve ici, et la sortie du second monostable, lui, est raccordée à l'entrée 2 de notre porte E qui se situe ici. Donc nous voyons que par rapport à la temporisation des monostables, ici nous avons un condensateur de 1000 microfarads et ici de 470 microfarads. Donc comme je vous expliquais au niveau de la démonstration de ce montage, c'est plus pour bien marquer, je veux dire, l'activation ou la désactivation pardon, des deux temporisateurs qui sont raccordés au niveau des entrées pour bien montrer l'effet d'une porte E. Donc ici, quand nous appuyons donc sur le bouton poussoir ici, nous allons déclencher ce NE555 qui se trouve ici, ce qui aura pour effet qu'à sa sortie nous aurons un signal qui va partir et qui va aller jusqu'à une entrée de notre porte E, mais en même temps ce signal de sortie va venir éclairer la LED ici qui est une LED rouge. Mais si tant qu'à maintenant on n'a qu'une entrée à l'état haut, donc la LED verte est toujours éteinte car cette entrée ici est à l'état bas, donc la sortie se retrouve toujours à l'état bas, ce qui fait que nous n'aurons pas un signal de sortie ici qui va venir passer au travers de l'ensemble résistance LED et qui aurait pour effet donc de l'éclairer. Ici après un certain moment, donc la LED ici elle va s'éteindre, ce qui va signaler que nous n'aurons plus de signal qui va venir au niveau de l'entrée de la porte E ici. Nous allons appuyer sur le bouton poussoir ici, ce qui aura le même effet que pour le premier temporisateur.
le signal de sortie ira rejoindre, donc le signal de sortie ici ira rejoindre la deuxième entrée de notre porte E qui se trouve ici, et en même temps viendra allumer la LED qui se trouve ici, qui est une LED rouge. Après un certain moment, donc oui, pendant que la LED ici est allumée, donc nous aurons un signal, un état haut sur la patte 2 du 7408, mais un état bas sur la broche 1, ce qui aura pour effet que la broche 3 sera toujours mis à l'état bas. Maintenant, quand on va activer donc les deux NE555, nous aurons les deux LED rouges qui seront allumées, ainsi qu'un état haut au niveau de la broche 1 et au niveau de la broche 2, ce qui aura pour effet donc que la LED verte ici sera allumée, du fait que vu que l'entrée 1 et l'entrée 2 sont en état haut, la sortie du coup se retrouve à l'état haut, ce qui a pour effet d'allumer la LED. Dès qu'une des entrées se retrouve à l'état bas, du fait que la temporisation d'un des deux est terminée, nous aurons du coup plus qu'une entrée à l'état haut, ce qui aura pour effet que la sortie, sera de retour à l'état bas, et donc la LED ici éteinte. Donc voilà un peu pour ce qui est donc de ce circuit ainsi que de son fonctionnement. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir. N'hésitez pas en même temps, si cette vidéo vous a plu, à la partager. Et moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, vous souhaite de bonnes expériences en électronique, et vous donne rendez-vous pour la suite de Proto Électronique. Voilà, bye. J'ai oublié de préciser également lors de l'explication du fonctionnement du circuit au travers de ce schéma. Comme je vous avais dit, la LED ici et la LED ici, ce sont deux LED rouges, et la LED ici est une LED verte. Mais je n'ai pas représenté toutes les broches du circuit intégré sur ce schéma. Donc il faut savoir que la broche 14, la patte 14 qui se trouve ici, est-elle raccordée au positif de l'alimentation, et la broche 7 au négatif de l'alimentation. Les pattes 1 et 2 sont les entrées que l'on utilise dans ce circuit, ainsi que la patte 3 qui elle est la sortie de cette porte E. Maintenant, j'ai oublié de préciser qu'il faut raccorder les entrées au niveau des pattes 4, 5, 9, 10, 12 et 13 au négatif, pour justement éviter tout niveau flottant au niveau de ces entrées, ce qui créerait donc des perturbations qui viendraient déroger le bon fonctionnement du circuit intégré, en l'occurrence ici le 7408. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à plus pour Proto Électronique. Bye.